Madame, Messieurs, merci encore une fois de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Loin d'être un simple slogan, consommons congolais se fait une réalité palpable sur le marché économique de la République démocratique du Congo et des jeunes entrepreneurs s'y lancent et ils mettent du sien pour que finalement soit propulsé pour la promotion des produits congolais. Sur ce plateau, nous avons une jeune dame qui est dans le secteur agroalimentaire. Elle est entrepreneur. Elle a choisi du café qu'elle transforme. On va ensemble la découvrir. Il s'agit de Tissia Mukuna. Bienvenue. Merci. Alors, on va un peu parler de vous avant qu'on ne parle de ce produit. Qui est Tissia Mukuna? Alors, Tissia Mukuna est congolaise, donc Bien je suis sûr. congolaise, mais j'ai grandi en France. Okay. J'ai fait des études en marketing, un master et un MBA en Chine, en négociation. L'agriculture, c'est venu après, c'est venu d'une passion que m'a transmis mon père. Et donc aujourd'hui, je fais de l'agriculture, mais je le commercialise. Donc j'ai allié en fait mon bagage scolaire avec ma passion. Et vous avez choisi le café particulièrement. Il y a beaucoup de produits. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une relation particulière avec le café, une histoire particulière qui vous lie avec le café pour s'y mettre? Alors, ou c'est un pur hasard? C'est un hasard et en même temps, c'était un challenge. Pourquoi? Parce que ma plantation est à Kinshasa. C'est rare d'avoir du café à Kinshasa. Normalement, c'est à l'est ou au Kasaï, c'est plus à l'est, au Bas-Congo si on peut avoir du café, mais à Kinshasa, c'est rare. Et j'ai réussi le challenge de faire pousser du café à Kinshasa. C'est pour ça d'ailleurs que la marque s'appelle la quinoise. C'est en référence avec la plantation. Et donc voilà, le café, c'est aussi venu sur le fait que c'est un vrai produit qui demande vraiment une transformation. C'est un peu comme le vin en France. Il faut un savoir-faire et en plus, l'entrepreneur et la commerciale qui est en moi a vu l'opportunité avec le café parce que c'est quand même la deuxième boisson la plus bue au monde après l'eau. Après l'eau, oui. Et ce café, vous avez choisi de le planter ici à Kinshasa. Quel risque? Effectivement, c'est un risque parce que pour avoir les cerises d'un caféier, il faut attendre 3 ans. Donc 3 ans à se dire si ça marche, si ça ne marche pas, c'est un peu compliqué. Quand j'ai commencé à planter, je l'ai planté en fait avec mon père. On avait commencé à planter un peu comme ça, pour voir si ça allait pousser. Sans vraiment se Et il dire... fallait attendre 3 ans pour voilà. avoir les résultats. Quelle patience! J'étais encore étudiante, donc on a un peu fait pousser comme ça, et puis ça a poussé. Quand j'ai été diplômée, je me suis dit, bon, si le café pousse ici, il y a quelque chose à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'entreprises qui font du café congolais, du caféier à la marque finie. Donc il y avait quelque chose à faire, il y a un marché qui est potentiel. On est plus de 250 millions de Congolais, en comptant les pays un peu limitrophes. Donc il y avait vraiment une opportunité. Je me suis dit, bon, je me lance et je commence à planter de façon professionnelle. Donc là, c'était en 2017. Est-ce qu'il y a des exigences particulières, le fait que vous plantez le café ici à Kinshasa par rapport à le faire, par exemple, dans l'est du pays? On a vu des grandes plantations. À l'époque, certaines entreprises même fournissaient Kinshasa du café, la belle époque. Mais maintenant, malheureusement, elles ont fait faillite pour la plupart d'entreprises. Mais ici, le faire sur ce sol, c'est quand même atypique. Est-ce qu'il y a des particularités ou c'est par manque de connaissances que les gens ne le faisaient pas avant? Je pense que ça vient d'une légende urbaine. Déjà, quand j'ai commencé à planter le café, beaucoup de gens me disaient le café, ça ne pousse pas à Kinshasa, tu n'auras pas de café, oui, ça justement. pousse pas. Donc, c'est comme le pomme de terre, on nous dit que ça ne marche pas ici. Il faudrait le faire peut-être maintenant dans le Bas-Congo, mais dans l'Est, c'est bon. Mais justement, on part d'un principe où les gens disent ça ne pousse pas, mais qui a essayé? Alors, si on a essayé, c'était il y a combien de temps? Il y a 30 ans, il y a 20 ans? Donc non, si quelqu'un a un bout de terrain, au lieu de rien en faire, il peut tester si ça pousse. Je serai même la cliente. C'est-à-dire que ça peut marcher. Nous, on a essayé un peu comme ça et ça a fonctionné. Mais ce qui est important, c'est quand même être accompagné d'un agronome. On ne peut pas juste planter les semences comme ça et puis espérer que ça pousse. Il faut quand même être accompagné d'un agronome ou alors prendre des plantules déjà de café et les mettre en terre. Donc voilà, il faut quand même avoir un suivi. C'est quand même un gros challenge. Vous commencez par le fait de planter, après planter, il faudrait transformer, après la transformation, il faudrait commercialiser.
Comment Tissia s'en sort avec toutes ces étapes? Parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà franchi toutes les 3 étapes. Alors, c'est comme partout, il faut savoir bien s'entourer, il faut avoir une bonne équipe. On voit souvent l'entrepreneur comme quelqu'un de seul, mais un entrepreneur n'est jamais seul, il y a une équipe Certains derrière. sont seuls. Hein. Il y a toujours une équipe Ils sont derrière. égoïstes, on peut dire. Ou alors, ils n'arrivent pas à déléguer, ce que je peux comprendre, parce que c'est leur bébé, leur entreprise. Mais il faut toujours une équipe derrière, une équipe sur qui on peut compter. Et moi, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs vraiment incroyables et qui ont suivi tous mes déboires, que quand il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent. Ils ont aussi l'esprit entrepreneur, donc voilà, c'est important. Sinon, on ne peut rien faire seul, je pense. C'est un projet qui marche déjà maintenant. Vous êtes satisfaite de ce que vous avez comme résultat ou il y a encore beaucoup à faire? On ne peut jamais être satisfaite, je pense. Surtout en tant qu'entrepreneur. Hein. C'est ça. Sinon, on s'arrête et puis on prend notre retraite. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. Notamment, j'aimerais faire des unidoses pour que tout le monde puisse avoir le café en dosette. Les gens qui peuvent juste acheter comme ça un coup. J'aimerais faire des capsules qui sont compatibles avec les machines à café. Oui, aussi. J'aimerais faire tant de choses qui ont rapport avec non seulement le café, mais aussi en rapport avec la consommation locale. La consommation locale pose problème en République démocratique du Congo. C'est vrai, on va revenir sur cette question de la quinoise, votre café, mais puisque vous parlez de ça, on va ouvrir cette brèche. Vous voulez qu'on consomme congolais, mais généralement, vos produits vont au-delà du pouvoir d'achat de la population. C'est un peu paradoxal. Ben, en fait, alors, j'ai 2 réponses à ça. Oui. La première, c'est que je pense que mes produits sont abordables parce que mon café est à 2 $. Hein, avec le taux d'aujourd'hui, c'est 4 000 francs. 4 000 francs pour combien de grammes? Pour 100 grammes. Okay. J'aimerais aussi faire des dosettes qui vont coûter encore moins cher, qu'on pourra être à la acheter portée et vendre, de tous. être à la portée de tous au grand public. Oui. Donc ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, on doit se poser la question, pourquoi les produits coûtent cher? Les produits coûtent cher parce que nous n'avons pas les machines pour transformer nos produits. Tout nous coûte cher. En tant qu'entrepreneur, je peux vous dire que mon emballage coûte cher parce qu'il n'y a pas une entreprise au Congo qui fait cet emballage qui peut conserver le café. Ou alors, j'en ai pas. Mais créons plus. une chaîne de valeur où vous êtes des jeunes, vous avez des synergies. Si vous êtes dans le café, quelqu'un d'autre peut faire les emballages. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque en fait? Ce qui bloque, c'est l'industrialisation de notre agriculture. Ça, c'est mon cheval de bataille de dire qu'il faut industrialiser notre agriculture. Oui. L'industrialisation, c'est quoi? C'est se dire, par exemple, on a des tomates, mais on importe nos concentrés de tomates et notre ketchup. C'est pas normal. On devrait avoir une usine qui permet de transformer ces tomates en autre chose. On a des oranges. On a des ananas, les jus sont mais importés. Les jus viennent d'Angola, de je ne sais où. Pourquoi on n'a pas des jus ici? Donc, il faut industrialiser notre agriculture. Il faut faire cette chaîne de valeur que vous mentionnez. Le problème maintenant, c'est qu'elle n'est pas là et on ne peut pas tout faire seul. Moi, je me bats pour justement faire du café produit fini et ne pas le vendre à des grands groupes, mais que ça reste congolais. Il faudrait qu'un autre se batte pour faire les emballages, qu'un autre se batte pour produire telle et telle chose dans la transformation des produits. Donc, l'industrialisation de l'agriculture, ça doit... D'ailleurs, moi, j'aurais même mis un ministère agriculture et industrie en vrai, parce que les deux vont de pair. Ils doivent travailler ensemble. Et ça, c'est important pour qu'après, les entrepreneurs puissent baisser leurs prix, parce qu'ils n'importent plus. Ils n'ont plus à payer la douane, les transports, et donc pour amortir, ils sont obligés de mettre des prix hauts. Donc, consommons congolais, jusqu'ici, c'est quand même un slogan creux? Non, pas vraiment, parce que aussi, il faut savoir qu'au-delà des entrepreneurs, beaucoup de Congolais pensent que parce que c'est congolais, c'est pas bon. Ou alors que les produits importés sont de meilleure qualité. C'est un problème aussi de mentalité. C'est un problème de mentalité. Oui. Je pense qu'il faut faire une campagne sur la consommation congolaise. D'ailleurs, là, je travaille avec d'autres entrepreneurs qui font du jus, du pain, qui font de la confiture, tout ça, du thé. Et on a fait une campagne ensemble, une vidéo où on voit une famille congolaise en train de prendre son petit déjeuner. Donc avec le thé, le café, tout ça, pour montrer qu'on peut faire un petit déjeuner 100% congolais, sans produits importés, et tout est bon, tout est accessible. Mais à un prix assez élevé. Ça dépend. Le pain, j'ai une amie qui fait du pain, il est très accessible, il est très très accessible. Les pains, les gras sont très bons, très accessibles. Mon café, j'ai envie de dire que c'est un café accessible aussi. Oui, accessible aussi. Il y a du thé, Boulukutouti, c'est accessible. Donc on peut trouver... La confiture Manitech aussi accessible. La confiture Manitech également aussi accessible. Donc je pense qu'on peut vraiment faire
des repas congolais, il faut juste nous faire confiance. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu un Japonais acheter du riz chinois? Jamais. Un Japonais ne va pas acheter du riz chinois, il va acheter du riz japonais. Mais nous, les Congolais, pourquoi on achète des produits d'ailleurs alors qu'on a tout ici? Il y a beaucoup de méfiance en fait. En étant de plus en plus sur le marché avec certains clients, je le remarque aussi, quand vous présentez par exemple du riz qui a été produit ici, la première question, est-ce qu'il est bon comme? On vous donne un exemple d'un riz importé. Alors qu'il faudrait se faire confiance aussi à un certain moment. Il faut changer les références. On a trop des références de pays qui viennent d'ailleurs. On veut une voiture allemande, on veut un riz d'Asie, on veut un thé du Maroc. Il y a trop de références. Mais parce qu'il y avait un vide étrangères. aussi, hein, le temps que les gens s'habituent, ça va prendre du temps. Vous êtes d'avis avec moi qu'il y avait un vide sur le marché. Effectivement. Ça a pris du temps pour qu'aujourd'hui, vous ayez une idée de mettre en place un café. Il y a 3 ans, il y a une autre personne qui a fait de confiture, il y a 5 ans. Mais ça va prendre du temps pour que les mentalités changent. Mais seulement, est-ce que vous travaillez, vous avez donné un exemple sur ça, mais il faudrait travailler davantage sur ce changement de mentalité. Vous attendez quoi des Congolais, vous entrepreneurs? Moi, j'attends des Congolais qu'on consomme, qu'il y ait la préférence nationale, tout simplement. C'est-à-dire que si je suis dans un magasin, j'ai le choix entre un thé A et un thé B, je choisis le thé qui vient du Congo, qui est la préférence nationale. J'aimerais qu'il y ait ça parce que ce serait très difficile d'exporter si nous-mêmes, on ne consomme pas nos propres produits. Comment je peux attendre à ce qu'un jour en France ou au Cameroun, on consomme le café, la quinoise, si même ici, on ne le boit même pas? En fait, c'est pour dire que même les chocolats suisses, les Suisses mangent du chocolat suisse. Le vin français, il est d'abord consommé en France. Le vin français est consommé en France. Aujourd'hui, les Chinois sont fans des vins français. Mais d'abord, eux, ils ont déjà la préférence nationale. Donc là, vraiment, c'est un effort qu'il faut faire. C'est des campagnes, c'est la sensibilisation. J'imaginais même avec l'ANAPI faire un brunch 100% consommation locale, où on montre comment on peut faire avec la charcuterie, le fromage, tout ça, des plats locaux et bons, qu'on n'a pas besoin tout le temps. Je ne dis pas qu'il faut bouder tous les produits importés, mais il faut laisser la chance aux produits locaux. On espère que ça va marcher, hein, cette campagne de changement de mentalité, pour que les Congolais davantage consomment les produits nationaux, les produits locaux. Ça fait d'ailleurs partie d'une campagne initiée par la plateforme Bisso. C'est une plateforme qui milite pour les changements de mentalité, initiée par l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba il y a quelques années. On n'a fait que la promotion des produits congolais et je crois que de plus en plus, ça devrait être ancré dans nos têtes, de pouvoir nous promouvoir mutuellement. Vous êtes jeune, vous êtes femme, vous avez beaucoup de défis en même temps. Est-ce qu'il est un peu plus difficile pour vous de travailler en tant que femme ou c'est plus aisé? Soit je peux reformuler ma question autrement. Il vous est plus facile de... Est-ce que vous rencontrez un peu plus de difficultés en tant que femme? Au prime abord. C'est-à-dire que quand je dis que je suis agricultrice, des gens ne me croient pas parce que je n'ai pas l'air forcément d'une agricultrice. Vous êtes bien maquillée. On s'attend peut-être à un vieux monsieur avec un chapeau de Oui, paille, hein. je ne sais pas. Mais du coup, Avec des bottes, tout c'est ça. ça. Donc les gens sont plutôt surpris. Vous avez l'air de quelqu'un, une femme dans son bureau. Voilà, ou alors Une on va banquière. me prendre pour même la secrétaire ou la Oui. fille de l'agriculteur qui l'a envoyé faire quelque chose. On n'imagine pas que c'est vraiment moi qui... Parfois, ça vous frustre, cette image-là qu'on Oui, ça qu'on a peut de me vous. frustrer parce qu'on ne me prend pas au sérieux, on va me sous-estimer. Mais après, ça ne me dérange pas non plus parce que c'est le meilleur moyen de surprendre les gens et de plus facilement retenir leur attention. Ok. Parce que comme ils se disent, non, c'est pas possible, elle ne fait pas ça. Et puis, ils vous entendent parler et puis ils disent, ah, mais elle est intelligente cette petite. Et on nous retient plus facilement que si on avait l'air d'exactement le métier de l'agriculteur. Et là, peut-être on est plus facilement oubliable parce qu'on ressemble à tant d'autres agriculteurs. Donc, être une jeune femme, ça peut aider effectivement. Bon, en même temps aussi, c'est un atout. En même temps, c'est un atout effectivement Oui. parce qu'on se souvient plus facilement de mon passage. Là où ça peut être désolant, c'est quand on ne me prend pas au sérieux ou alors quand je vais aller avec mon agronome quelque part, quelqu'un va regarder que mon agronome, s'adresser qu'à mon agronome et moi, c'est comme si j'existais pas. Et même quand je pose des questions, on va répondre en regardant l'agronome. L'agronome, oui. Ah, mais je suis là, je travaille aussi. Et non, on nous oublie un peu en disant non, c'est pas possible qu'elle puisse avoir cette connaissance-là.
Et ça vous a pris combien de temps entre le jour où vous avez eu l'idée de vous lancer et le temps de matérialisation? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'étape de matérialisation. Ça vous a pris combien de temps? Aujourd'hui, on est carrément en commercialisation, on est déjà dans les boutiques, Oui. mais ça nous a pris 3 ans. Donc il faut de la patience, l'agriculture c'est beaucoup de patience. Donc il faut de la patience, il faut savoir pourquoi on le fait, il faut avoir une vision. Parce que sans vision, on abandonne. Au bout d'un an, on abandonne parce qu'on a investi, on ne voit pas les fruits de notre investissement. Il y a des produits qui sont plus faciles en agriculture. Il y a les tomates, ça pousse plus vite, les cacahuètes, ça pousse plus vite. Donc le café, Ne vous en faites pas. J'ai des gens aussi qui font de la tomate, qui vous disent que parfois ça échoue, il faudrait reprendre. Si on a C'est une pas mauvaise évident. récolte, Oui, oui, voilà, oui. donc c'est un peu les aléas aussi de la météo. Si on n'a pas une bonne année, des trucs comme ça. Donc l'agriculture, c'est quand même un Les changements métier. des climats aussi. Exactement. C'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup de patience. Mais il faut avoir cette vision en se disant, je ne fais pas simplement du café pour faire du café. Je fais du café parce que j'ai envie qu'on ait un produit où on est fier, que ce soit un produit congolais dont on est fier. J'ai envie de valoriser le terroir congolais. Pourquoi j'ai envie de le faire? Parce que je suis frustrée de me rendre compte qu'il y a du café rwandais, qu'il y a du café ougandais, qu'il y a du café éthiopien. Ici, on en a, mais qui connaît le café congolais? Je suis frustrée de ça. J'ai envie que les choses changent. J'ai envie de marquer une différence. J'ai envie de créer de l'emploi. J'ai envie de montrer qu'avec l'agriculture, on peut faire des choses bien. Alors, effectivement, le café, ce n'est pas non plus la boisson qui sauve des vies. Mais c'est une boisson noble aussi, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est la deuxième boisson la plus bu au monde. Pourquoi nous, Congolais, on ne peut pas rentrer dans cet échiquier avec cette deuxième boisson la plus bu au monde et puis faire la différence? C'est une opportunité et je voulais la saisir et c'est comme ça que j'ai tenu pendant 3 ans. Qui doit être agriculteur ou agricultrice? Parce que aujourd'hui, on a l'impression que... On va parler de nous, on est en très jeunes, hein. On va plus parler de nous. Celles qui sont à l'université veulent devenir des médecins. Elles veulent devenir des secrétaires, elles veulent devenir des journalistes comme moi. Si c'est entrepreneur, c'est dans un secteur assez particulier ou pas particulier, parce que particulier, c'est ce que tout le monde ne fait pas. Mais c'est un secteur qu'on oublie alors que ça constitue des domaines clés de développement de certains pays au monde. Comment devenir agriculteur? Qui peut devenir agriculteur? Tout le monde peut devenir agriculteur à partir du moment où on a la patience, une vision, et puis il faut aussi avoir les idées claires. L'agriculture, c'est vraiment un vecteur de croissance. On l'a vu avec la pandémie de Covid-19, qu'il y a 2 choses sur lesquelles on ne peut pas se passer, la santé et manger. Donc l'agriculture, c'est forcément porteur. On a tous besoin de se nourrir. Tous, tous, tous. Si demain je décide de faire, je ne sais pas, du riz, oui, c'est bien. Tout le monde, un jour, manger un plat de riz dans sa vie quand même. Donc vraiment, l'agriculture, c'est un secteur clé. Il faut avoir cette vision-là. Et puis après, il faut juste avoir de la patience. C'est pour ça que je dis à toutes les jeunes filles qui me posent la question, parce que j'ai un peu l'habitude de faire quelques forums par-ci, par-là. Oui. Quand il y a des jeunes filles qui me posent la question, oui, je viens de devenir entrepreneur, mais c'est compliqué, je leur dis déjà, la première chose, ne quittez pas votre travail. Vous travaillez sur votre projet, mais vous avez un travail à côté. Je ne vais jamais dire à quelqu'un, il faut devenir entrepreneur, vous n'avez pas de travail, vous avez juste votre projet. Ah oui, mais les coachs qu'on a sur les réseaux sociaux maintenant aussi, ils en font de trop pour dire que c'est un coup de bâton magique, on devient entrepreneur et le lendemain on est riche. Hein. Jamais. Et on ne devient jamais riche en travaillant pour les gens. On a l'habitude de suivre ces coachs. Pas tous, mais quelques-uns, il y a quand même des dérapages. Il faudrait dire la vérité aux jeunes. Hein. Et la vérité, c'est qu'il faut garder son travail jusqu'à ce qu'on puisse vivre de son projet. Vous avez fait la même chose? Ah, j'ai fait la même chose. J'ai un travail à côté. Même encore à l'heure actuelle, j'ai un travail à côté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas maintenant, alors que j'ai juste d'être commercialisée, que tout d'un coup, je suis riche, je fais du café, j'ai dit que c'est la deuxième boisson au monde, et puis je roule. Non. Et puis demain, vous avez des financements? Non, pas du tout. Je cherche des financements. Je cherche encore des subventions à gauche, à droite. C'est difficile d'être entrepreneur. Avant ça, j'avais encore des épiceries qui n'ont pas marché. Et en plus, avec le Covid, j'ai dû fermer beaucoup de magasins. Donc, être entrepreneur, c'est aussi avoir cette possibilité de se dire qu'on peut échouer. Maintenant, c'est comment on va se relever qui est le plus important. Mais échouer, ça fait partie du jeu. Et pour ne pas être décalé ou être déséquilibré même financièrement, il faut garder son travail,
Et après son travail, on prend son cahier, on travaille sur son projet, on fait son business plan, on cherche des financements. Mais je sais que je peux payer mon loyer. Je sais que si j'ai des enfants, ils peuvent aller à l'école parce que j'ai mon travail. Quitte à ce qu'on prenne un travail qui nous permet de finir à 16 heures en tant que secrétaire quelque part, mais il faut quand même avoir un travail, il faut avoir comme la sécurité. Jusqu'à ce que notre business marche tellement bien qu'on peut laisser notre travail et s'envoler. L'une des plus grandes difficultés évoquées ici sur ce plateau par les femmes entrepreneurs que je reçois le plus souvent, c'est l'accès au financement. Est-ce que vous avez bravé cette étape? Je suis encore en train de me battre pour ça, l'accès au financement. Alors, il y a des choses qui sont mises en place par notre gouvernement. J'espère vraiment que ça va aboutir. J'espère vraiment que je pourrai avoir accès à ces subventions pour pouvoir me développer, développer ma marque, développer mes produits, développer ma gamme. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et au-delà même du financement, ça peut être des choses comme l'exonération de douane, ça peut être des réductions d'impôts, ça peut être des réductions par rapport aux factures d'électricité. Parce que si on a une grosse usine, forcément les machines tournent. Mais si c'est pour avoir une facture de la SNEL d'1 million, on est obligé de monter les prix de nos produits. Et puis après, on va nous dire que consommer localement, c'est cher. Ça ne marche pas, oui. Donc en fait, oui. il faut quand même qu'il y ait une volonté du Mais en gouvernement. même temps aussi, l'État doit aussi vivre. En même temps, l'État doit aussi vivre. Mais nous, à côté, on crée de l'emploi. Toutes ces personnes qui travaillent à l'atelier, qui apprennent un métier, qui apprennent à travailler une machine qui est nulle part ailleurs, ils deviennent des professionnels de cette machine. Ils ont vraiment un savoir-faire. Demain, si l'envie leur dit d'aller travailler, je ne sais pas moi, en Éthiopie, ils ont accès à une connaissance qu'ils n'avaient pas avant. Donc, il ne faut pas oublier que l'entrepreneur, on participe aussi à la vie économique. Il faut nous faciliter parce que si il faut payer la douane, il y a le transport des marchandises, il y a les factures d'électricité, il y a les impôts qui nous tombent, il y a les taxes, il y a les tracasseurs qui viennent avec des impôts qui n'existent peut-être même pas. Il faut payer à gauche, il faut payer à droite. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine régulation dans les domaines des taxes à impôts et des facilitations, des allègements par rapport à certains frais que vous devez payer, c'est ça? Exactement, proportionnellement à ce qu'on apporte à la société. Okay. Si je suis entrepreneur parce que j'achète des sacs en Chine et je le revends dans un magasin et que j'emploie personne, ça c'est une chose. C'est autre chose, oui. Mais si je fais quelque chose où j'ai 3-4 boutiques, j'emploie des gens, j'ai des gens dans un atelier et qu'on sort, je crée quand même... Et surtout que c'est purement congolais, il faudrait encourager d'une manière ou d'une autre. Exactement. Nous faciliter aussi à l'exportation, qu'on puisse exporter nos produits plus facilement. L'Allemagne est un des pays européens qui consomme le plus de café. Plus que l'Italie même. Il faudrait que facilement je puisse exporter en Allemagne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si j'arrive à exporter en Allemagne, ce n'est pas seulement moi qui m'enrichis. C'est l'image du Congo. C'est l'image du Congo. Et puis si j'exporte en Allemagne, j'augmente ma capacité de production. Donc j'emploie encore plus de personnes. Si j'exporte en Allemagne, peut-être même les Allemands vont se dire « Ah, ce café congolais, si on allait au Congo ». Ils viennent, le tourisme en profite aussi derrière. Donc, avoir des entrepreneurs qui rayonnent internationalement. Ça relève de toute une politique qu'il faudra mettre en place par le pays. J'espère que, parce que plusieurs fois, on a vu des forums, on a vu des ateliers pour encourager les investissements purement congolais. Malheureusement, on a l'impression qu'on tourne plus dans la paperasse et pour passer dans la matérialisation, ça pose toujours problème ici au Congo. Ce sont des recommandations qui restent sur papier. C'est un peu difficile en même temps pour ceux qui veulent emboîter les pas et devenir entrepreneurs comme vous. C'est un peu difficile. Vos défis actuels, vous avez peut-être parlé du financement. Est-ce que vous en avez d'autres? Alors oui, effectivement, le financement. J'ai des défis dans le sens où j'ai envie d'élargir ma gamme. J'ai pas trop envie d'en dire maintenant. Ah oui, il ne faut pas déballer toutes ces stratégies. Surtout quand on parlait de la concurrence parmi les jeunes, lorsqu'on voit Tissia se lancer dans le café, le lendemain, c'est 2-3 autres jeunes qui veulent faire la même chose alors que le champ est assez large. Alors moi, je dis toujours que la concurrence doit être stimulante. C'est-à-dire que si quelqu'un demain fait du café, qui veut appeler la cassaïenne, ça doit être stimulant. J'aurais préféré que la personne fasse du sucre, la cassaïenne. Moi, j'ai fait le café, la quinoise. On travaille ensemble, on fait même un petit paquet, petit déjeuner. Vous voyez, donc on peut, le marché est large. On ne doit pas se piétiner pour des frivolités. Surtout quand on est jeune. Surtout quand on est jeune, surtout quand il y a tant de choses à faire dans notre pays. Il y a tant de
je ne sais pas, on connaît les mayonnaises qui sont locales, je ne suis même pas sûre que ce soit local, mais je ne crois pas qu'il y ait de ketchup, par exemple, made in Congo. Je n'ai pas encore vu. Ça sera intéressant. Ça sera intéressant. Je sais qu'il y a quelqu'un qui fait du chocolat dans l'Est, Oui. vraiment congolais. Et c'est bien emballé. Hein. Donc, tout ça, on peut se différencier. Il y a tellement de choses à faire. Et puis, ce qui est dommage, et bon, ça, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux, c'est que les gens se fient beaucoup à l'image. Ça veut dire qu'on va peut-être me voir dans l'émission en se disant « Ah, c'est bon, là, maintenant, elle a bien réussi et compagnie, elle se fait de l'argent. » Les gens ne voient pas les difficultés. Et c'est l'image aussi que vous vendez aux jeunes sur les réseaux sociaux. Ah, moi, je dis toujours la vérité sur mes réseaux sociaux. Ah, sur mes réseaux sociaux, je dis quand je Est-ce qu'il vous arrive de vous réveiller le matin et dire « Là, ça n'a pas marché, j'ai galéré, j'ai fait une perte, je suis bloqué, je suis coincé » ou bien de le rendre, par exemple, un témoignage, j'avais telle difficulté, j'ai fait ceci et ça a marché, je me suis relevée. Ce n'est pas ça qu'on voit forcément des entrepreneurs. Les coachs nous vendent des images, bon, moi je ne vous appelle pas coach, mais je parle de ceux qui sont coachs entrepreneurs. Ils nous vendent par moments des images assez exagérées de la réalité, très loin de ce qui est vrai. Et c'est pourtant dommage parce que la réalité est bien plus difficile. Entrepreneur, ce n'est pas un métier facile. Hein. J'aimerais bien rencontrer ces entrepreneurs qui trouvent que c'est facile parce que moi, je ne vois pas en quoi c'est facile. C'est très compliqué. J'essaie de toujours dire la réalité. J'essaie de dire qu'il faut garder son emploi. J'essaie de dire que oui, j'ai eu des business qui ont fermé. J'ai eu des loyers impayés pendant très longtemps parce que justement, je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. J'ai investi de mon argent personnel que je n'ai jamais récupéré. Donc non, il y a une réalité quand même à être entrepreneur. C'est pas simple. C'est pas simple et je ne laisserai personne dire que c'est comme si on prenait le bateau vers la plage de la richesse. Non, non. Mais à ce stade, entre nous, vous êtes quand même stabilisé. Vous savez payer ceux qui travaillent pour vous, vous savez payer vos loyers. Oui. Il y a une certaine stabilité qui se dessine déjà. Oui, mais je n'ai pas caché que j'ai attendu 3 ans pour tout ça. Donc la première année, et c'est pour ça que j'ai envie de faire un gros coucou à mon staff, mais la première année, parfois je leur disais, les gars sont assis, c'est difficile de vous payer. Et ils sont restés. Et c'est ce genre d'équipe qu'il faut. Des personnes où parfois on ne trouvait pas de solution, où on finissait à minuit, tous. Et où même on faisait des nuits blanches parce qu'il y avait un problème à gauche ou à droite. Je pense à mon ancien premier business. Il y a des moments où on faisait des nuits blanches. Moi, dans la voiture, je faisais le taxi pour déposer tout le monde. Non, ça a été quand même très compliqué. Et je reviens de loin quand même aussi. Hein. Vous venez de loin et aujourd'hui, la jeune fille congolaise, elle a tendance à vouloir aussi se valoriser dans la société. De plus en plus, il y a quand même des jeunes qui posent des actes assez louables, qui sont visibles, qui ont de l'impact. Mais à côté de cette jeune fille, il y a une autre que l'on ne voit pas forcément, qui est désespérée, qui est dans la dépravation des mœurs, il faudrait qu'on se le dise de plus en plus. Aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur et en même temps leader aussi, puisqu'il y a des gens qui vous suivent, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à cette autre catégorie de la jeune fille? C'est très compliqué parce qu'effectivement, il y a 2 façons de réussir. Ouais. On peut avoir un poste parce qu'on a beaucoup bossé et on s'est battu, et on peut avoir un poste parce qu'on a couché avec le patron. Oui, aussi. Donc, on peut dire les choses comme elles sont. Sauf qu'on n'a aucune fierté quand ça part dans la facilité. Quand on ne s'est pas battu, on n'arrive pas à profiter réellement de la chose. On a une conscience chargée. On a une conscience chargée, on n'est pas fier. Hein, et on ne s'est pas battu, donc on ne s'est pas profité réellement du boulot parce qu'on n'a pas transpiré, on n'a pas su. Et il faut aussi quand même donner un autre message que dire une femme, elle accède à tel et tel poste parce qu'elle a fait telle et telle chose. Il faut que nous, déjà... Et c'est vrai qu'il y a aussi de ces messieurs qui vont faire des propositions indécentes à donc des la jeunes responsabilité filles. est partagée. La responsabilité est la partagée. fille elle-même et aux hommes aussi qui pensent qu'il faudrait utiliser la femme de cette manière-là. Exactement. Si déjà nous, on dit stop, ces messieurs ne pourront plus faire ce genre d'avance. Mais aussi, ces messieurs, quand ils font ce genre d'avance, est-ce qu'ils aimeraient que leur fille ait un travail de cette façon-là? Je ne pense pas. Donc vraiment, il y a une responsabilité partagée. Et après, bon, c'est aussi spirituel. Hein, chacun est en communion avec sa spiritualité.
Et, il y a aussi un problème d'éducation à la base il y a un aussi. problème d'éducation. Et puis, il y a aussi le fait de se dire, et ça, je pense encore avec les réseaux sociaux, c'est encore plus accentué, le fait de se dire, quand on réussit, c'est parce que j'ai épousé monsieur le directeur, parce que j'ai une Rolex, parce que je voyage à Dubaï en En Europe, mhm. business, en business class, des trucs comme ça. Mais c'est pas ça la réussite. Vous Enfin, vous définissez la réussite comment? pour moi, la réussite, c'est un jour pouvoir dire à mes enfants, tu veux aller à Harvard ou tu veux aller dans cette grande université en Afrique du Sud, tu peux, maman peut payer. Pour moi, c'est ça la réussite. La réussite, c'est pas forcément que je puisse, moi, voyager en business class pour aller à Las Vegas et puis rouler en Lamborghini. Si un jour je peux, tant mieux. Mais Ce c'est sont les petits plaisirs de la voilà, vie quand on a des moyens. voilà, c'est des On se petits les tape, hein? plaisirs. Mais quand je serai dans ma Lamborghini, je ne vais pas me dire, ah, c'est bon, là, j'ai réussi, je suis en Lamborghini. Oui, C'est des et puis petits tout plaisirs. le monde doit savoir que j'ai réussi. C'est ça. Pour moi, ma réussite, ce serait quand j'aurai ma fille qui va être là. Elle est allée dans l'université qu'elle voulait. Et je ne lui ai pas dit, non, tu ne peux pas aller dans cette université parce que maman, elle n'a pas d'argent. Si tu peux y aller, maman, elle va assurer, elle va t'emmener dans cette université. Pour moi, c'est là où je me serais dit, j'ai réussi. Par rapport à ma postérité. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'enfant, hein, mais j'espère un jour pouvoir. Ça va venir, c'est hein. ça. Ça va venir et vous y travaillez déjà justement pour assurer cette progéniture et éduquer vos enfants dans des bonnes conditions. On a presque fini, Tissia Mukuna. Est-ce que on peut espérer parler de la quinoise, de ce café, dans 5 ans? Ouais, c'est tout le défi. J'aimerais énormément qu'on puisse parler de la quinoise dans 5 ans. Et au-delà de ça, j'aimerais qu'on puisse, par exemple, un jour à Yaoundé, dire, ah, le café la quinoise, il est bon. Pas juste qu'on en parle ici à Kinshasa, pas juste au Congo, mais un peu partout ailleurs. C'est ça votre rêve? C'est ça mon rêve. On finit par là ou vous avez quelque chose à ajouter? Comme on est dans une émission femme, j'aime bien cette phrase que je dis souvent aux jeunes filles, au lieu de rêver d'avoir un mari directeur, rêver de devenir directrice. Ça dit tout, hein? Je crois que c'est par cette phrase qu'on a clôturé notre émission. Merci Tissia d'avoir répondu à nos questions. Alors si nous sommes en panne, c'est parce que Vlisco Congo a accepté d'accompagner cette émission, non seulement accompagner cette émission, mais c'est aussi une manière de valoriser toutes les femmes congolaises qui aiment bien s'habiller en pagne. N'hésitez pas. Si vous voulez aussi vous mettre en pagne, c'est une question de choix, de pouvoir vous procurer ces beaux tissus dans les boutiques partenaires Vlisco à travers la ville de Kinshasa, mais aussi à travers toute la République démocratique du Congo, de partout où vous nous suivez. Ça sera aussi une manière de pouvoir contribuer à la promotion de la femme, surtout ces femmes de l'Est de la RDC, à qui Vlisco pense à travers ses bénéfices. Et donc, Tissia, pour vous, on n'a pas encore fini. Pour vous, le mariage n'est pas une finalité, c'est ça? Oui, effectivement, le mariage n'est pas une finalité. C'est bien de se marier, je ne suis pas contre, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi, alors qu'au Congo, le mariage a tendance à crédibiliser. Dans la société, on voit quand on n'est pas marié, on te regarde de manière assez, un peu avec beaucoup de dédain. On se pose 10 000 questions, alors que quand on a une alliance, les portes sont parfois assez... bon, dans certaines circonstances où ce sont les femmes entre elles, elles se disent oui, elle est mariée, donc on se sent en sécurité. Bon, je pense que l'autonomie, moi, ma grand-mère m'a toujours dit ça, donc même à son époque, vaut mieux être autonome. C'est très important d'être autonome. On peut être soumise à son mari, on peut l'aimer, on peut se marier, il n'y a pas de problème, mais c'est très important l'autonomie. C'est cette autonomie-là qui nous permet d'être une bonne épouse. Est-ce qu'on est une bonne épouse parce qu'on n'a pas le choix et on est coincé avec un mari qu'on n'aime pas? On est une bonne épouse parce qu'on est autonome et on est avec notre mari parce qu'on l'aime. Donc l'autonomie, pour moi, c'est ça à la fin en soi. Le mariage, après, ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est un besoin. Si ça arrive, chacun peut se marier au moment opportun. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes filles et non pas leur imposer le mariage. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Donc, nous comprenons tous, jeunes hommes, jeunes femmes, nous devons travailler pour le développement de cette nation, de ce beau pays qui est la République démocratique du Congo. Merci à tous de nous avoir suivis et merci surtout à vous, Tissia, de votre patience et surtout d'avoir répondu à notre invitation. L'on ne peut que souhaiter bon vent
la quinoise, que l'on espère bien sûr se répandre partout à travers le monde. C'est possible, on a vu des produits qui se sont répandus comme ça et que l'on consomme, que ce soit en Afrique ou en Europe, en Asie, en Amérique, parce qu'il y avait un visionnaire derrière ce produit, on croit en vous. Merci. À très bientôt.